Salut tout le monde. Je tiens à remercier en premier lieu toutes les personnes qui ont regardé le direct que j'ai fait hier soir, leurs commentaires, leurs appréciations par l'intermédiaire des likes, des j'aime et de tout ce qui va avec. Je ne suis pas vraiment satisfait du résultat dans le sens où l'image n'était pas au top, le décalage son ne permettait pas de comprendre par rapport aussi aux expressions que je peux avoir et à l'intonation de ma voix. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo, mais celle-là par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube. Et essayer de vous montrer qu'on peut avoir un discours un peu différent de celui que j'ai hier soir, qui était un peu bonhomme, un peu rigolo, un peu se voulant mêler d'humour, d'ironie et un peu de cynisme. On peut dire les choses de façon différente. Il faut savoir s'adapter. C'est l'objet de cette vidéo-là. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier soir. Les moyens de renverser un gouvernement, on va y réfléchir. On va essayer d'imprimer un mouvement, j'en ai parlé, je ne vais pas répéter. Le propos de ma vidéo aujourd'hui, c'est on peut avoir envie de renverser un gouvernement, mais il faut savoir ce qu'on ferait en état d'urgence par rapport à ça. Pour le cas où on arriverait à nos fins et à virer ce gouvernement de fantoche. Donc, le propos de ma vidéo aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi le courage politique en 5 mesures. Il y a 5 choses qu'il faudrait faire de façon urgente à partir du moment où le peuple récupère sa souveraineté populaire, sa souveraineté nationale. En un mot, que le peuple récupère son droit à se gouverner lui-même. C'est plus simple de le dire comme ça. La première de ces mesures, elle est évidente, sortir de l'Europe. Immédiatement, de suite, dans les jours qui suivent, sortir de l'Europe. Officialiser ça par un référendum, demander au peuple, oui ou non, voulez-vous sortir de l'Europe? Alors, présenté comme ça peut paraître un peu abrupt, je reconnais. Mais l'Europe, avant d'y entrer, on n'y était pas. Le pays fonctionnait de façon parfaite. On a voulu créer une Europe où nous, Français, serions amenés à avoir pas une emprise, mais une influence sur ce qui pourrait se passer. Ce n'est pas le cas puisqu'on nous a fourgué l'acceptation des traités et que la modification des traités passe par un vote unanime de tous les participants. Aller faire entendre 28 pays qui vivent depuis des siècles selon des principes et selon des cultures totalement différentes des nôtres, et essayer de leur faire avaler ce que nous, on voudrait leur faire avaler, et accepter ce qu'eux voudraient nous faire avaler. Ce n'est pas possible. Alors, on s'est fait fourguer ça, on n'en voulait pas, on a dit non, Sarkozy est allé dire oui à notre place, on connaît cet épisode calamiteux de la démocratie et du vote, au passage. On se rend compte que le vote est tronqué déjà concernant les élections les plus basiques, présidentielles, législatives, cantonales, communales. Mais on se rend compte en plus que même dans la légitimité d'un vote par référendum, le président de la République peut aller dire à notre place, ils sont d'accord, ils ont voté non, mais en fait, ils se sont trompés. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à peu près sommaire comme description, mais c'est ça. Donc, sortir de l'Europe. Alors, tous les écrivains de scénarios catastrophes qui nous disent que si demain on sort de l'Europe, l'économie va s'écrouler, le pays va se fendre en deux, écouler dans la mer, enfin je sais pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est le premier pays agricole d'Europe, on est le grenier de l'Europe. Déjà, si on pouvait modifier la politique agricole commune de cette Europe, qui pénalise de façon outrageante notre agriculture et nos paysans, déjà, on devrait aussi, en parallèle à ça, réfléchir à une agriculture beaucoup plus propre, beaucoup plus saine, de manière à pouvoir avoir toujours cette place de grenier de l'Europe, mais au lieu de fourguer de la merde, parce qu'on est obligé, selon les traités de Bruxelles, d'accepter de filer du glyphosate, de mettre des pesticides, et toute autre sorte de choses qu'on nous impose par ces traités dont nous ne voulions pas, mais qu'on nous a imposés. À partir de là, on peut imaginer que pour le reste de tout le fonctionnement concernant nos institutions,
Si on sortait de cette Europe, je ne pense pas que ça aurait une incidence beaucoup marquante dans le fonctionnement de nos lois et de nos administrations, de nos services publics. Au contraire, on commencerait déjà à sortir de toutes les directives que nous envoie Bruxelles à longueur d'année pour modifier nos lois sociales, pour modifier nos lois de travail. Tout ce qui est fait depuis maintenant, allez, on va dire 20 ans, ne sont que les directives européennes d'une politique qui se décide sans nous. Voilà. On nous pond des lois, on nous les fait avaler et on nous dit voilà, c'est comme ça. Mais quand on rouspète, on nous dit ah mais vous êtes allé dans l'Europe, vous l'avez voulu, ben c'est comme ça. Ce qui n'est pas vrai, nous n'avons pas voulu ça, nous le subissons. Voilà, donc la première mesure, sortir de l'Europe. Et croyez-moi, on peut et on doit le faire. C'est la première. Deuxième mesure, express, elle aussi, puisqu'elle est directement liée à la politique que mène à l'heure actuelle la France, non pas en intérieur, mais en extérieur. On est engagé sur des théâtres d'opération aussi divers que nombreux sur les 4 coins de la planète. On va dire, en étant généreux, pour les 2 tiers, on n'a rien à foutre là-bas. Pour le reste, on peut supposer que si on y est, c'est que ça nous intéresse et que quel que soit le biais par où ça passe, tant qu'on pourra profiter de ce que ça nous apporte, les soldats resteront là-bas, alors qu'ils n'ont rien à y foutre. Ce sont des semblants d'instauration de démocratie dans des pays où elle n'a jamais existé, pour la bonne et simple raison que ce sont des pays qu'on pille allègrement depuis des siècles. Comme je l'ai expliqué, n'allez pas faire chier votre voisin, vous n'allez pas vous emmerder chez vous. Or, eux, on les pille depuis des siècles. On ne va pas donner les dates exactes, des siècles. C'est une évidence, tout le monde le sait. Donc, par rapport à ça, la deuxième mesure importante, dénoncer ce traité de l'OTAN auquel nous appartenons, qui n'est pas ni de notre fait à nous, peuple de France, qui est le fait d'un seul homme, toujours le même, Nicolas Sarkozy. Il est resté 5 ans, lui, mais en 5 ans, il nous a fait plus de mal que les 2 derniers réunis. Mais on a tendance à l'oublier parce que la méchanceté et l'incompétence des 2 derniers tendraient à prouver et nous faire oublier que lui, Sarkozy, il était pire que les 2 autres réunis. Voilà. Donc c'est lui qui a décidé qu'on serait dans l'OTAN, en pleine coopération, sous la houlette des États-Unis et accessoirement l'ONU, qui ne sert strictement à rien dans ce monde. Et donc, ça nous implique et ça nous engage à avoir des soldats français sur des théâtres d'opération où ils perdent la vie pour garantir des intérêts financiers, soit des lobbies bancaires, soit d'autres lobbies plus obscurs dont on ne va pas essayer d'aller débrouiller la nébulosité là sur l'instant. Tout le monde aura compris de quoi je parle. Donc, sortir de ce traité, rapatrier toutes nos troupes en France, on laisse tout, on a du matos là-bas, mais il faudra savoir aussi que le jour où on va rapatrier ça, non content que pour y être, ça nous coûte une fortune, un pognon dingue, comme dit l'autre avorton. Mais en plus de ça, si demain on devait décamper en vitesse, pour ramener tout ça, ça coûterait 2 fois plus cher que si on devait le laisser. Donc, le moindre soldat qui est sur un théâtre d'opération militaire où la France n'a rien à faire, même s'il faut que les mecs ils rentrent en ligne aérienne civile sur des jets de croisière ou en bateau, comme ils veulent, ils rentrent en France. C'est la condition, en plus, qui est directement liée à une des 3 autres mesures que je vous explique ce soir. Ceci fait, nos soldats sont rentrés, on a récupéré une certaine force. Alors, rentrer au pays, faire rentrer les soldats au pays, déjà, concernant la population, ça serait déjà une grande avancée. Puis ça soulagerait aussi la police parce que les soldats ne sont pas formés comme les policiers et on devrait avoir plus de soldats dans les rues
ce qui nous sécuriserait plutôt que d'avoir plus de policiers, ce qui ne nous sécurise pas, parce qu'à l'heure actuelle, dans cette société et dans le monde dans lequel nous vivons, il faut force est de constater qu'on ne sait plus qui on doit craindre. La police, les truands, les petits délinquants de quartier, je veux dire, il y a un nivellement dans la société où maintenant les menaces sont en équilibre les unes par rapport aux autres. On ne sait plus qui en doit craindre. Finalement, si on écoutait tout ce qu'on nous dit et si on se basait sur tout ce qu'on voit réellement, on ne sortirait plus de chez nous. C'est peut-être le but avoué aussi de cette manœuvre. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Il n'y a pas longtemps à attendre. Dans 2-3 mois, on sera exactement fixé. Au prochain attentat ou à la prochaine merde qu'on va essayer de nous faire avaler en supplément par rapport à toutes les autres. Voilà. Donc, on a besoin de nos soldats pour garantir aussi l'intégrité de nos frontières, parce que bien évidemment, un pays qui a un mouvement populaire qui reprendrait les rênes de sa destinée, il faut s'attendre à ce que ceux qui sont autour ne soient pas tout à fait d'accord, notamment à Bruxelles. Il pourrait leur venir la malencontreuse idée, par exemple, de nous envoyer ce fameux mythe, cette légende urbaine qui voudrait prétendre qu'il existe une force qui s'appelle Eurogène Force, qui est une force multination qui serait là pour jouer les gendarmes à l'intérieur de l'Europe. C'est vrai, c'est pas vrai, on a vu des images, on a vu des reportages, on a entendu des témoignages. Dans le doute, un homme averti en vaut deux. Garantir l'intégrité de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Quand on vient de faire un mouvement populaire et qu'on vient de renverser un gouvernement, c'est pas inutile d'avoir tous ces soldats sur le territoire. Sans faire de paranoïa ni de catastrophisme, c'est utile. Ça fait des gens qui sont là en capacité de nous défendre réellement. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, si demain on avait une invasion par nos frontières terrestres d'une force armée qui serait supposée arriver sur les ordres de Bruxelles, quand je vois et que j'ai pu me rendre compte de la véracité de ces allégations, parce que moi, pour moi, c'est des allégations, si ça existe, c'est pas la population française qui va lutter contre des mecs comme ça. Il faut des vrais militaires. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Troisième mesure. On a dénoncé l'Europe, on a dénoncé l'OTAN. Troisième mesure, qui découle logiquement des deux qu'on vient de développer. Il faut instaurer dans ce pays un état d'urgence et instaurer une loi martiale en fermant nos frontières totalement. On arrête le flux migratoire d'office. Ce n'est pas pour les migrants. Même s'il arrive une bande d'émirs saoudiens avec 2 Rolls-Royce, 2 coffres pleins de lingots d'or et de billets de banque, ils ne rentreront pas eux non plus. C'est simplement pour éviter et pour garantir l'intégrité de nos frontières par rapport à une situation qui concerne uniquement le peuple français. Ceux qui sont là, on ne va pas les mettre dans un coin et pas leur demander leur avis. Puisque dans mon esprit à moi, en faisant ça, à partir du moment où on accepterait ça, le jour de réouverture des frontières, ceux qui sont ici en situation légale, ils resteront. Ceux qui ne le seront pas, partiront. On réfléchira à savoir dans quelle mesure cette immigration imposée n'est pas plutôt préférable à une aide directe sur le territoire pour les migrants par la négociation et non plus par l'envoi de force, l'envoi de supposés consultants qui vont former des milices ou des rebelles ou des troupes gouvernementales à apprendre à se comporter comme des immondes salopards. Je ne vais pas vous citer des exemples. Ce qu'on pourrait faire aussi en parallèle à ça, ça c'est ma petite cerise à moi sur le gâteau, on pourrait envoyer des émissaires, des diplomates mandatés par la France dans tous ces pays que nous aurions quittés militairement avec une grande lettre d'excuses pour des siècles de vols, de viols,
d'ingérence, de rapine, de racisme, d'esclavagisme, et leur demander humblement comment on pourrait faire pour les aider, mais de façon démocratique, de façon utile, non pas de façon militaire, parce qu'en général, les problèmes qu'il y a dans ces pays se règlent de façon militaire, d'autant plus que nous, ça nous arrange, puisqu'on y va, mais en plus, on leur bat les armes. Comprenez bien que si on est là-bas, ce n'est pas pour aller faire ou installer une démocratie ou pour aller rétablir la liberté. Donc voilà, ça. Avoir cette sécurité de nos frontières pour pouvoir restructurer ce pays, pour pouvoir avoir des consultations par référendum sans les perturbations extérieures, une espèce d'autarcie. Je vais prendre une image un peu vulgaire, un peu con, mais qui va vous parler. Ça fait 120 minutes qu'on joue, on va tirer les pénaltys, on se retrouve tous et on décide qui va faire quoi, comment on va le faire. C'est une concertation. Il n'y aura pas une faction qui dira moi, non. Les questions seront simples, posées de façon simple. Oui ou non. Voulez-vous ou vous ne voulez-vous pas? Vous êtes le peuple, vous décidez. À ce moment-là, il faudra accepter qu'il y ait 70 ou 80%, on va le dire, de gens qui soient d'accord et d'autres qui ne le soient pas. C'est ça la vraie démocratie. Tout le monde se sera exprimé et l'emportera la voix du plus grand nombre. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui auront exprimé une voix différente seront, comme aujourd'hui, mis au banc de la société. Cet état d'urgence, cet hermétisme pour consulter, on posera la question, on prendra le temps qu'il faut, on posera la question à ces 20 ou 30% de savoir ce qui ne va pas, ce qu'ils veulent modifier. On pourra amender ces textes qu'on aura promulgués, qu'on aura mis ou peut-être imprimés dans notre Constitution, à savoir que par exemple la France serait maintenant d'une neutralité militaire et n'irait s'impliquer dans... Enfin, bref, on peut hypothéser plein de choses, on peut inscrire plein de trucs dans la Constitution pour qu'en fait un jour plus personne ne puisse s'en servir à son profit et aux dépens du peuple. Voilà. C'est ce que je dis. Donc cet état d'urgence, il est nécessaire pendant X temps, le temps, donc je dis, pour les consultations. La quatrième mesure d'urgence, sachant que toutes les autres seront faites par voie diplomatique. Il y aura bien évidemment quelqu'un qui ira dire à M. Trump que son OTAN, il peut se le tailler en biseau et se le mettre là où il veut. Ça ne nous concerne plus. On ira bien évidemment à Bruxelles s'il faut demander une session extraordinaire au Parlement pour envoyer quelqu'un et aller leur expliquer que ça fait maintenant presque 30 ans ou 40 ans qu'on se fait endoffer par cette Europe et qu'on ne la voulait pas, et que donc par voie de fait, sachant que notre Constitution n'étant plus valide, tout ce qui a été signé au nom du peuple est illégal. Donc en dénonçant cette illégalité, on dénonce notre appartenance et on dénonce tous les traités sur lesquels on n'a plus besoin de négocier, puisque au vu de ce que la Constitution française disait, avant qu'on la modifie, injustement et de façon illégale, que la France n'avait pas vocation à suivre des traités européens sur tout ce qui concerne nos lois sociales et le fonctionnement de nos institutions. Qu'on veuille bien débattre avec les gens qui nous vendent certains produits sur un échange de marché ou même sur un échange de personnes, mais absolument pas concernant les lois sociales. Ce n'était pas ça qui devait être prévu. Moi, je voyais plus une Europe comme une Europe fédérale, avec des États, un peu le même système que les Américains, avec des lois différentes selon chaque État, des lois nationales, et des lois fédérales englobant certaines parties des délits ou des débordements de la société avec la Cour de justice européenne. Ce n'était pas obtus de penser que ça pouvait se passer comme ça. Ce ne fut pas le cas. C'est tout le contraire. C'est eux qui nous expliquent comment nous allons vivre et les lois que nous devons faire pour nous. Mais pas en fonction d'une société qu'ils viennent regarder et qu'ils constatent que les besoins que nous avons ne correspondent pas aux lois qu'on nous demande. Non, c'est parce qu'il faut s'aligner sur tout le monde, sur Bruxelles.
Si demain il y a une loi au Parlement européen qui décide que tout le monde doit se peindre en bleu et se filer une plume dans le cul, vous allez voir, tout le monde va ressembler au Schtroumpf avec une plume dans le cul. Voilà, c'est comme ça. On nous l'imposera, on nous le dira, on nous le vendra électoralement, des discours, on trouvera toujours des gens comme M. Attali ou M. Lévy qui nous expliqueront le bien fondé de ces mesures. Non, niet. Il n'y a qu'une question. Voulez-vous rester dans cette merde, oui ou non? Bon, terminé. Non, on ne veut pas ensemble. Cette quatrième mesure, c'est retrouver notre souveraineté monétaire. Et donc, par voie de fait, aller expliquer aux banques que les 2500 milliards, alors je ne vais pas revenir sur l'escroquerie que représente cette dette, je vais sommairement, pour ceux qui veuillent un peu que j'étaye mon propos, je vais sommairement expliquer à quoi ça correspond, avec un exemple bien simple. Nous devons 2500 milliards à des banques. Rothschild, les groupes, Bilderberg, des lobbies, enfin. Il faut savoir qu'en France, il y a des mecs qui bossent à plein temps, 24 heures sur 24, le téléphone à l'oreille, pour emprunter de l'argent. Et il y a des gens qui achètent de la dette française par emprunt et qui la payent moins cher que ce qu'elle coûte. Il y a des gens qui achètent la dette française, ça veut dire donc qu'ils savent que c'est solvable, sans intérêt, à perte. C'est-à-dire, s'ils achètent 10 euros de dette française, au lieu d'avoir 10 euros de dette française, ils n'en auront que 9,95 par exemple. Ils spéculent, sachant que les États ont un fonctionnement qui font qu'un État ne peut jamais être mis en faillite, à part s'il y a un soulèvement populaire, bien évidemment, mais l'État ne peut pas être mis en faillite, puisque automatiquement, dans tous les traités bancaires, dans le fonctionnement, même avec le Fonds monétaire international, les États sont obligés d'être renfloués par les banques, en permanence. Il y a une banque spéciale pour ça. Donc, l'exemple est simple, on doit 2500 milliards à ces banques. Cet argent, quand vous allez dans une banque, vous empruntez 10 000 euros pour acheter une voiture. La banque vous fait un crédit, c'est une écriture informatique, qui dit que sur le fonctionnement de votre compte, vous pouvez être débité de 10 000 euros. Vous allez dans un garage, vous achetez une voiture, vous faites un chèque, 10 000 euros. La banque autorise le paiement au garagiste, par simple écriture informatique. Pour l'instant, il n'y a encore pas eu l'ombre d'un soupçon d'un billet ou d'une pièce qui est rentrée en jeu. Ce ne sont que des écritures informatiques. Là où l'argent va commencer à se créer, c'est quand vous allez le rembourser. Et bien évidemment, tout le monde connaît le système des crédits. Vous commencez d'abord par rembourser les intérêts. Quand vous avez payé les intérêts, vous attaquez le prêt que vous avez contracté. À ce moment-là, l'argent se met à exister. Mais le temps qu'il a pour se mettre à exister en fonction des nombres de mensualités, cet argent créé ex nihilo, comme on dit, n'existe pas. Il se rajoute donc à la dette fictive, qui, elle, multipliée par le nombre de transactions qu'autorisent les banquiers sur de l'argent qu'ils ne possèdent pas, ils creusent cette dette fictive. Et c'est vous qui la remboursez. Comme il faut plus de temps pour rembourser que pour la creuser, c'est exponentiel. La dette grandit, vous remboursez, la dette grandit. Il n'est pas viable ni pensable, selon tous les économistes les plus calés au monde, qu'on puisse un jour rembourser cette dette. Ce qui est plus viable, c'est de la dénoncer et de ne pas la payer, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Voilà. De ce fait, en dénonçant cette dette, on peut recommencer, en récupérant notre souveraineté monétaire et en créant nous-mêmes notre monnaie, on peut recommencer à alimenter le pays en argent intérieur qui nous servirait, cet argent que l'on pourrait créer, qui nous servirait pour engager des travaux sur des grandes infrastructures, sur des aménagements à long terme, la restructuration de notre réseau ferroviaire,
les restructurations de nos universités, créer des pôles d'université selon les régions en fonction des besoins qui les entourent. Je l'expliquerai encore une fois sur une autre vidéo, les fonctionnements que je vois moi pour toutes ces institutions. Vous verrez, c'est pas plus con que ce qu'ont pu dire les autres et ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, vu dans la merde dans laquelle on est, on peut essayer d'écouter une autre voix. Enfin, moi, c'est le principe élémentaire qui me fait fonctionner. Je me base sur plein de choses, je ne m'arrête pas à ce qu'on me présente directement. N'oubliez pas que l'œil ne voit que la surface des choses. Il faut aller gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc, récupérer notre souveraineté monétaire, créer de la monnaie. Parce que bon, la crainte qu'ont les gens, c'est que quand vous récupérez votre souveraineté monétaire, vous êtes créateur de votre monnaie, on peut avoir crainte d'une inflation et que tout ça se termine sur une masse de planches à billets qui fait que vous vous retrouvez à aller acheter une baguette de pain et un camembert avec 3 bourrettes de billets. Non. Je vais citer Étienne Chouard qui l'a dit, un pays qui récupère une souveraineté monétaire a la possibilité de créer de l'argent qu'il va utiliser en croissance intérieure pour restructurer les infrastructures, les bases d'une nouvelle amélioration d'une société. Une fois ceci fait, quand les infrastructures seront posées, les rénovations faites, ça peut durer 5 ans, 6 ans, mais ça peut aller très vite, ce qui dégagerait dans l'urgence une force de travail incroyable d'un pays qui en a besoin. Encore une autre explication sur le travail que je vous donnerai si vous avez envie de l'entendre et de l'écouter. Et par ce biais-là, cet argent, une fois qu'on aurait atteint le but pour lequel il aurait été créé, il serait simple de le détruire pour rééquilibrer les comptes. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas Étienne Chouard, mais quand il dit des trucs comme ça et qu'il étaye son propos, je suis tenté de le croire. Voilà. Ça, c'est la 4e mesure. Retrouver notre souveraineté monétaire et annuler notre dette. La 5e mesure, c'est une mesure qui nous concerne tous. Un mouvement populaire qui renverse un gouvernement, ça implique quoi? Ça implique dans l'esprit des gens que demain tout s'arrête. Plus d'hôpital, plus de pompiers, plus de police, l'anarchie dans les rues, le bordel, non. Rien ne change. On ne va pas changer le réseau. Voyez-le comme si c'était de la flotte, de l'eau, le réseau de l'eau ou de l'électricité. On ne va pas changer ni les tuyaux, ni les câbles. Ils sont très bien où ils sont. On va juste changer ce qu'on envoie à l'intérieur. Les gens iront travailler normalement, ils continueront. Les réformes se feront au fur et à mesure dans les entreprises par des consultations internes, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Il y aura des réunions avec les employés, les patrons. On ne va plus discuter avec le patron des patrons qui va nous expliquer, non, ça c'est fini. On va discuter avec les patrons. Vous êtes patron, vous êtes responsable, vous avez un devoir. Il y aura un devoir de résultat par rapport aux employés. De même qu'il y aura un devoir de résultat par rapport à tous les gens qui, dans ces institutions nouvelles, auront un rôle à jouer. Après tout, ça fait maintenant 70 ans qu'on nous impose des mecs qui sont incompétents et qui font n'importe quoi. Mais en plus de ça, l'hypocrisie, c'est qu'on ne peut pas leur demander des résultats. Dans une société comme je la vois moi, on serait en devoir de résultats. On ne serait pas là pour pantoufler. Je prends des exemples simples. L'absentéisme à l'Assemblée, au Sénat, ce genre de trucs, les privilèges, les passe-droits, tout ça, serait terminé. Ça vient directement en lien avec ce que je veux expliquer sur cette 5e mesure. La première réforme qu'il y a à faire, c'est la réforme des institutions politiques. Alors, ça peut paraître un peu utopique, ce que je vais dire, mais ça n'est pas du tout. On sait qu'il y a 40 millions de Français qui vivent avec peanuts, il faut le dire, pas grand-chose. Et on voit qu'il y a une poignée de nantis qui se goinfrent et qui vivent comme des nababs. Le problème, il est simple. Si vous levez le pognon de la politique, comme vous ne pouvez jamais croire que les mecs, ils arrivent là-dedans par conviction personnelle, encore que. Moi, j'ai un mec que j'aime beaucoup. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce qu'on me prête toujours des intentions, des velléités. Je suis
contre les partis politiques, ceci, cela. Moi, je ne suis pas contre les partis politiques, c'est le principe qui me dérange. Quand je vois des gens qui parlent et qui ont un discours qui me fait réfléchir, il y a par exemple dans la France insoumise des gens comme Catenin, Ruffin, qui sont des gens qui disent les choses comme je peux moi les penser. Alors après, le décorum, le barnum qu'il y a derrière, tout ce qui se passe, j'en ai rien à taper, ça ne me concerne pas puisque je suis complètement apolitique. Moi, je suis pour une justice sociale pour tous. Ça ne rentre pas dans le cadre d'une politique, ça rentre dans le cadre d'un équilibre. À savoir qu'on est dans une société, on produit, on fait vivre cette société, et en compensation de ça, non seulement on ne nous donne pas ce qu'il faut pour vivre décemment, mais en plus, le peu qu'on nous donne, on nous l'enlève au fur et à mesure. Il n'y a pas un parti politique de gauche, de droite, d'extrême en haut, en bas. Jamais il y en a un qui s'est directement attaqué à ça. Donc c'est pour ça que... Voilà. Le principe de la politique, maintenant, c'est on crée de nouvelles lois. Alors les premières, elles sont simples. Casier judiciaire vierge, mais vierge de chez vierge, pour avoir un mandat. Non-cumulation des mandats, à l'exception de ceux qui sont maires, et non pas de grandes villes, mais de communes de moins de tant d'habitants. On sait que les maires, à juste titre, quand vous avez un problème dans un village, dans une petite commune de 20, 30 000 habitants, ce n'est pas forcément votre député que vous allez emmerder, c'est votre maire. Le maire est la pièce essentielle de tout l'appareil politique français. On ne s'en rend pas bien compte, mais dans ce qui concerne la fidélité politique des gens et la fidélité de conviction, ne serait-ce que par rapport à la fraternité que ça implique de connaître son maire, de l'avoir côtoyé, de le voir tous les jours, de pouvoir lui parler. Pour certains, ils sont allés à l'école ensemble, tout ça. Ce qui n'existe pas beaucoup concernant les autres classes politiques, dès que vous commencez à monter les échelons. Je peux bien croire qu'il y a des conseillers régionaux, conseillers municipaux, conseillers généraux qui sont très proches de la population, mais quand vous montez dans les couches supérieures, les sénateurs, les députés, ils sont surtout très proches de leur portefeuille. Pour le reste, après, ils viennent vous pleurer 2 ou 3 fois par an quand il y a une campagne électorale. Pour le reste du temps, ils sont aussi invisibles que le soleil quand le ciel est voilé. Vous ne les voyez plus. Donc, en levant de cette politique le pognon, en limitant les nombres de mandats sur le temps. Alors après, on peut imaginer que quelqu'un qui fait de l'agriculture, ou de la médecine, ou tout autre corps de métier, en fonction des compétences, s'il veut exercer un mandat électoral, il sera rémunéré sur la base du salaire qu'il avait dans son précédent emploi. Il va rester 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, peu importe. Il aura tous les outils pour travailler, sans parler de primes, de largesse, de ceci, de cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une commission qui vérifiera que le moindre euro qui seront donnés, du dernier clampin jusqu'au premier député, sachant que si c'était moi que ça concernait, ce système-là n'existerait pas. J'en reparlerai une autre fois. Je suis pour des assemblées participatives qui se passent au niveau des régions et des communes pour refaire remonter les lois en haut et non pas le contraire. Ce n'est pas Paris qui doit décider de ce qui se passe en bas, c'est en bas qu'on doit expliquer ce qu'il faut et aller le présenter pour que tout le monde puisse être au courant et que tout le monde puisse faire entendre sa voix. Principe des assemblées participatives. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, quand l'appareil politique sera débarrassé du pognon, de tout ce qui peut être comme privilège, ramener ces gens-là en simple acteurs de la vie sociale par l'implication politique qu'ils auront, puisqu'on parlera toujours de politique, mais tout le monde sera bien au courant que la politique n'enrichit plus et que les gens n'auront plus les moyens d'avoir les coudées aussi franches qu'ils les avaient avant
parce que c'était eux-mêmes qui décidaient des lois. Là, ce ne sera plus eux. Eux ne seront là que acteurs pour présenter les lois, les argumenter, et la décision sera rendue à l'ensemble des assemblées participatives par voie de consultation populaire. C'est tout. Plus personne pourra voter des lois qui les arrangent au détriment des autres. Voilà. C'est ce que moi j'appelle le courage politique. Alors après, on peut me dire c'est utopique, c'est ceci, c'est cela. Mais moi je vous le dis, c'est ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, on peut peut-être avoir la révolution qu'on veut, la révolte. Tous ceux qui me connaissent, ils sauront pourquoi je dis ça. On peut avoir la révolte en soi, la rage et tout, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on peut être crédible que dans la mesure où, au moment où on chope le ballon, on sait ce qu'on va en faire. C'est ça le truc. Il faut qu'au moment où on va choper le ballon, il faut savoir ce qu'on va en faire. Moi, sans conviction politique, quelle qu'elle soit, dans une société que je veux plus juste, pour moi, il me semble évident que les premières choses qu'il faut faire, c'est les 5 choses que je viens d'énumérer. Voilà, c'est tout. C'est ce que je tenais à dire. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. J'aimerais, pour ceux qui regarderont cette vidéo, puisqu'elle ne sera pas en direct, si c'est possible, de la partager, d'envoyer vos commentaires, de me dire ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Il y a des gens qui se sont proposés de m'aider pour relayer mon message. Je leur demande simplement pour le départ de relayer ça déjà. Après, comme je l'ai dit, d'ici à septembre, je ne sais pas comment ça va se goupiller dans ma tronche, mais il se peut très bien que, comme je le disais avec Marie-Jo, et on en reparlera ensemble, partir, aller un peu à la rencontre des gens, aller dans 2, 3 villes, peut-être pas des grandes villes, des petites communes, pour aller discuter, parler, expliquer ce que je vous explique là. Alors, je referai d'autres vidéos, je vais un peu accélérer le mouvement parce que, je vous dis franchement, j'en ai marre d'écrire. C'est vraiment pénible. Surtout qu'il faut argumenter et il n'y a pas tout qui correspond à ce qu'on publie. Bon, après, au Parc Politesse, on répond à tout le monde, on a des appréciations. C'est drôle, c'est parfois très drôle, c'est parfois très pertinent. C'est beaucoup plus simple de dire en vidéo ce qu'on pense pour l'exprimer. Voilà. Alors, les partages que je peux avoir à l'heure actuelle sur Facebook sont très intéressants parce que, en dehors des moments où on plaisante et où on déconne sur certains sujets, je trouve une audition, un auditoire et une écoute qui font que c'est ce qui me force et qui me fait espérer qu'on peut y arriver. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je remercie d'avance ceux qui partageront cette vidéo et qui feront des commentaires. Je vous aime tous, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut tout le monde.